Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour mesdames. Alors, écoutez, c'est extraordinaire parce que nous allons avoir deux dames qui vont faire participer aux personnes qui sont malentendantes notre conversation à Tristan et à moi. Donc, ne vous étonnez pas qu'elles soient là. On est super contents. C'est une valeur ajoutée. Ah, absolument. Puis, on a découvert que, évidemment, tout le corps... Il n'y a pas que les mains, que tout le corps participe à la discussion. Alors, mon nom est Gilda Routy et j'ai le plaisir de m'entretenir maintenant avec Tristan Demers, qui a publié « Fait comme un grand », le parcours douloureux de l'enfant vedette de la BD. Alors, Tristan, avant de te présenter, je voudrais dire que à la fin de la lecture de ce livre, je me suis dit « Waouh !» Cet homme que je vois depuis des années dans les salons du livre, je ne connaissais pas du coup ce parcours. C'est absolument extraordinaire. Je vais vous raconter tout ce qu'il a fait. Et puis, je me suis dit, je pense qu'il faut que nous le serrions dans nos cœurs parce que sa vie n'a pas été si facile que ça. Et je trouve que c'est très beau après des décennies que tu racontes ce parcours et que tu racontes l'autre facette de ta personne. Voilà. Alors, donc, Tristan Demers, c'est un incontournable des salons du livre. Il y a participé à plus de 400 salons du livre. Et en fait, il a commencé à l'âge de 10 ans. Oui. C'est ça, à l'âge de 10 ans. Donc, Tristan a créé la bande dessinée Gargouille, le Club Licorne, Zombie Band, les Mini Maniacs. Il a vendu des millions d'exemplaires de ses albums et aussi des produits dérivés. Il est aussi concepteur de bandes dessinées adaptées, de jouets populaires. Et puis, il a grandi et donc il s'est intéressé aussi, il a publié des essais sur la bande dessinée. C'est un grand amoureux de Tintin. Entre autres. Et d'Astérix et de plein d'autres choses. De la culture populaire. De la culture populaire, mais on parlera peut-être de ces grands classiques de la bande dessinée. Et donc, il a fait paraître en février dernier ce livre où on découvre un autre volet de la vie de Tristan. Donc, c'est absolument passionnant de voir comment on se dit aujourd'hui, mais ce serait impossible de faire tout ce que tu as fait. Tu as 10-12 ans, tu as un succès, tu as créé des bandes dessinées que tu fais photocopier, que tu relis et que tu viens vendre dans les salons du livre. Ouais. Et tu dis que le premier salon du livre, ça coûtait 400$. C'était ici? C'est ici. Le premier salon du livre de Montréal, ça coûtait 400$ pour y participer. Tu n'avais pas ces 400$ et qu'est-ce que tu as fait? Tu as joué du violon. J'ai joué du violon sur la rue Prince-Arthur. Donc, c'est à l'été 84. J'avais 11 ans. Oui, et j'ai joué du violon pour accumuler les sous. Parce que moi, j'ai fait du violon depuis l'âge de 3 ans. Je faisais du violon. C'est comme ça que j'ai payé mon premier stand. Alors, c'est ma 42e année de tournée de Salon du Livre cette année. Et puis, me revoici. Donc, c'est absolument incroyable. Il faut que le Salon du Livre te décerne une médaille. J'ai eu la chance en 96, et il y a peut-être 4 ou 5 ans, à 2 reprises, d'être invité d'honneur. Alors, je suis très gâté et par les médias depuis longtemps, parce que je fais beaucoup de télévision aussi, où j'anime des émissions créatives, je fais plein de choses. Très gâté par les Salons du Livre, par l'Association québécoise des salons du livre aussi, et par le public qui me suit, parce que j'en suis à ma 2e génération de lecteurs. Mais c'est ça, oui, parce que maintenant, c'est les parents qui font découvrir à leurs enfants tes bandes dessinées et tes héros. Oui, et j'ai vu l'évolution aussi de l'industrie. Il y a un star system qui s'est installé. C'est-à-dire que quand j'ai démarré le Salon du livre, il y avait Héritage, Pierre Tisser, Les Débrouillards, moi, La Courte Échelle, ou à peu près. Alors, il y a plein d'éditeurs aujourd'hui qui font du jeunesse, qui n'en publiaient pas à l'époque. On lisait encore Pif Gadget, le journal de Mickey,
les livres de la bibliothèque verte et de la bibliothèque rose. Alors, on lisait beaucoup de trucs français, ce qu'on appelait les héros miroirs, hein, des personnages auxquels on peut s'identifier parce qu'ils nous ressemblent à quelque part. Il faut donner le crédit, entre autres, à La Courte Échelle, qui était à la fin dès 78, je crois, la première boîte, la première maison à s'adresser aux enfants en leur proposant des choses d'ici, avec des artistes d'ici, tant sur le plan d'illustration que du récit. Alors, j'ai vu cette espèce d'industrie se construire avec les années, puis évidemment, j'étais là au bon moment. C'est-à-dire que, oui, j'avais la fougue du petit gars qui veut vendre ses revues, démarrer un système d'abonnement. J'avais 2200 abonnés à 14 ans, 2 employés, un bureau. Mais tout ça me permettait aussi, comme une porte de sortie, de fuir une difficulté familiale, de m'extirper de la violence de mon père à la maison. Mais quand j'étais dans un salon, j'étais bien. Alors, en ce moment, je suis chez moi. Là. Je me retiens presque de ne pas être en robe de chambre, en pied de bas qu'un petit thé. Là, quand je suis au Salon du Livre, je suis là où je me sens bien parce que ça devenait l'extension de ma chambre. Alors, c'est pour ça. Et là, bien, je recevais de bons commentaires. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que il y a aussi un timing, une époque où les médias se sont intéressés à ce que je faisais, justement parce qu'il y avait à peu près rien ou peu de choses qui s'adressaient aux enfants québécois, faits par un Québécois. Et d'autant plus que j'avais 10, 11, 12 ans, on me recevait sur les grands shows télé. Puis quand je parle de timing, c'est aussi une époque où il y avait 3 chaînes francophones, point. Ce qui fait que si je passais à Michel Jasmin un mercredi soir, on avait 3 millions de personnes, la moitié des francophones de tout le Québec me voyaient en même temps. Donc, l'impact était énorme parce qu'il y avait ce référent commun et c'est ce qui a fait en sorte que rapidement, j'ai eu du succès, que j'ai pu travailler sur des émissions télé, faire les tournées de salon, continuer, etc. Donc, j'avais des cordons de foule avec et ça faisait la queue pour des dédicaces, alors que techniquement, mon magazine broché à la main demeurait artisanal et même maladroit. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'avais 10, 11, 12 ans. Oui. Alors, je faisais ce que je pouvais avec les outils que j'avais, évidemment. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'écrire ce livre où tu racontes une histoire qui était un peu gardée secrète? Même, tu le dis à un moment donné, ta famille ne voulait pas entendre parler de la violence de ce père. Qu'est-ce qui t'a décidé à passer à cet acte d'écriture, de te dévoiler, ce public qui te connaît, de pouvoir dire que sous des airs, quand on te voit souriant, allant de l'avant, il y a quand même une énorme blessure. Oui, une blessure, une douleur qui était là. Évidemment, on me voyait en salon et c'était ma bouffée d'air frais, évidemment, parce que moi, je faisais un peu vivre mon père qui, non seulement était violent, j'habitais seul avec lui pour situer un peu. Ma mère est partie. Oui, mes parents se sont séparés, j'avais 9 ans. Ma mère, c'est ce qui choque les gens. C'est pas tant le père violent que la mère absente. C'est l'abandon, c'est la déresponsabilisation. On se déresponsabilise aussi. Il y a quelque chose de tabou quand la mère abandonne aussi sa responsabilité de protéger son propre enfant. Alors, elle n'avait pas la fibre maternelle, il faut croire. Bref. Mes parents se sont séparés. Mon père est tombé en grande dépression. J'avais des parents très instruits. Mon père est ingénieur géologue, entre autres pour l'étude du forage pour les barrages hydroélectriques sur la baie James. Ma mère avait à l'époque ce qu'on appelait maintenant, c'est adaptation scolaire, mais à l'époque, on disait c'est une maîtrise en enfance inadaptée. Il faut le faire quand même. Oui. Finalement, tu laisses ton enfant à 9 ans pour faire une autre vie, à peine me revoir 2 ou 3 fois. Donc, mon père, violent, problème, bipolarité à l'époque, pas de lithium, bon, ce qu'on appelait maniaco-dépressif, on disait dans le temps, et c'était plus ou moins diagnostiqué. On n'avait pas de filet social, en tout cas, qui n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. On ne parlait pas de santé mentale. Alors, je me suis retrouvé à faire mes petites revues dans ma chambre, à les photocopier, à les imprimer, comme j'avais un sens de du commerce. C'est du commerce, de la mise en marché, parce que moi, à 12 ans, ce que je lisais, c'était pas les livres dont vous êtes le héros que lisaient mes amis, ou les frissons, ou les chairs de poule. Moi, je lisais Steinberg, le démantèlement d'un empire familial, Oui. Sous les arches de McDonald's, Coca-Cola, l'enquête interdite,
Walt Disney, derrière le masque du prince de Hollywood. C'est toujours des titres hyper racoleurs quand c'est des traductions. Je trouve ça très drôle. Mais moi, je lisais ça. Ce qui me fascinait, c'est de dire comment on peut faire arriver les choses. Et comme ce qui me rendait heureux, c'est de me créer des univers à moi à travers mes BD et d'aller dans les salons, recevoir des tapes dans le dos, des poignées de main. T'es bon, t'es fin. Exactement. T'es bon, t'es fin, t'es beau, t'es capable. On aime tes BD. Oui, c'est maladroit, mais je pense que l'espèce de drive en bon français, du petit gars derrière sa table, du petit cul qui vendait ses revues. Je crois qu'il y a quelque chose qui charmait les gens là-dedans. Et ça fait en sorte que j'ai commencé à faire la tournée de salon parce que je donnais la caisse à mon père, ce qui lui permettait de ne pas travailler, de vivre de ça, mais il me refaisait un chèque. Il refaisait un chèque au prochain salon, ce qui me permettait de partir. Donc, j'ai acheté la paix parce que le coût d'avoir la paix pour ne pas avoir mon père et aller chercher d'autres valeurs ailleurs à travers les auteurs qui m'entouraient, parce que moi, je buvais mon petit 7-Up avec Jacques Lanctot, Michel Tremblay, Marie Laberge autour de moi, mon 7-Up grenadine. Le prix à payer était de le faire vivre avec la vente de mes BD pour m'assurer d'être le moins là possible, de bloquer un peu ce que mon père voulait m'inculquer et d'embrasser les conversations, la bienveillance de ces auteurs et autrices-là de l'univers du livre qui m'ont accompagné, toujours avec beaucoup de... Je te dirais, il y avait toujours le petit « es-tu correct ?» qui le reconduit à l'hôtel. Il faut comprendre qu'à 12 ans, moi, je louais, j'arrivais avec mon sac Ziploc avec des 25 sous, je venais de faire 600$ de vente de revues dans ma journée, puis je payais mon motel avec ça. On est sur le bord de l'autoroute, c'est un motel cheap avec des danseuses, là. Alors, moi, j'ai 13 ans, 12 ans, 14 ans, et c'est une autre époque, c'est les années 80. Ça veut dire que le problème n'est pas tant que mon père me laisse aller dans un hôtel. Le problème est aussi que personne à l'hôtel qui se demande comment fait que mes parents ne sont pas là. Ça, c'est vraiment une autre époque. L'espèce d'époque où tu rentrais quand le soleil se couchait ou quand ta mère criait dans la ruelle, viens souper. Tu sais, on était dans cette espèce de... Et on ajoute à ça le côté irresponsable ou non engagé de mes parents. Bien, ça donne un petit gars qui se promène partout et qui aurait pu dérailler 1001 fois. Mais j'avais une rigueur parce que je savais que ce qui allait me sauver la vie, c'est mon sens de l'engagement, de la livraison, de me coucher tôt, d'être en forme, d'avoir mon stand, de le monter, de vendre mes livres, de dégager ma marge, de racheter, de réinvestir pour acheter, louer un autre stand au salon qui est dans 2 semaines à l'autre place. Appeler l'hôtel pour réserver, m'assurer que mon père signe mon chèque qui ne va pas rebondir parce que je ne pouvais pas signer de chèque à 12 ans pour louer un stand, ce qui fait que des salons, j'en ai donc fait 400 dans 11 pays. J'étais à Paris la semaine dernière pour un festival BD, puis il y a 3 semaines, j'étais à Alger, en Algérie, pour le festival BD d'Alger, c'est le 17e. Donc, j'ai eu la chance de travailler partout, au Liban, en Côte d'Ivoire. C'est magnifique. C'est formidable. Et de gagner ma vie je me suis inventé un terrain de jeu, dans le fond. Puis quand je dessine encore à la main avec gomme à effacer, crayon à mine. Pourquoi je ne suis pas passé à l'écran? Parce que ça m'éloigne trop de l'état d'esprit dans lequel j'étais comme petit gars, puis que j'avais de la peine, puis que je pleurais dans ma chambre. Mes personnages me consolaient. Alors peut-être j'aimerais la thématique du salon cette année, c'est se réinventer. On dit souvent que les livres nous touchent, les livres sauvent. Toi, ce qui t'a sauvé, c'est le dessin. Ouais. J'aimerais lire ce que tu as écrit. Tu dis « Extirpé de ce champ anxiogène, je me garroche sur ma table à dessin pour griffonner toute la rage qui m'habite depuis la séparation de mes parents. Dessiner, c'est comme respirer à la surface de l'eau quand on a failli se noyer. Mon crayon à mine est une bouée, une manière de verrouiller la porte de l'extérieur pour m'enfermer dans un monde que je façonne et surtout sur lequel j'ai un tant soit peu de contrôle. Dans ma nouvelle chambre de l'avenue Barclay, je m'invente des univers et des récits fantastiques mettant en vedette des personnages rigolos pour la plupart, parce que dans mes bandes dessinées, tout est plus le fun que dans ma nouvelle vie. Comment est-ce que le dessin est entré dans ta vie?
Ah ben moi, Comment tu as senti que tu avais un talent? j'ai toujours, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours dessiné et rapidement, je faisais de la BD, c'est-à-dire des séquences d'images qui se succèdent et qui racontent, hein, une séquence qui raconte donc en images une scène ou une anecdote, un quiproquo, peu importe, mais ça a toujours été ça. J'ai toujours, toujours dessiné. Et moi, c'est le médium de la BD qui m'intéressait parce que j'aime beaucoup le cinéma aussi. Ça se rapproche du cinéma, hein, les fameux storyboards, quand on engage des BDistes, justement, à Hollywood pour structurer une scène tournée par la suite en images qui se succèdent. C'est une BD. On parle de plans, on parle de mise en scène de personnages dans un cadre, comme si c'était l'écran, carrément, ou la lentille d'une caméra. Alors, j'ai toujours aimé ce langage-là qui marie la structure narrative avec le dialogue. Alors, j'aimais que mes personnages puissent parler plutôt que de faire des textes descriptifs. Mais est-ce Pour ça qu'il y a, que est-ce qu'il y a, il y a des livres que tu as lus enfant, j'imagine à 9 ans, qui Oui. t'ont touché pour te dire, ben voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Ben moi, c'était Pif, qui n'existe plus, Pif Gadget, qui venait avec un gadget. Maintenant, on peut aller au Dollarama acheter une bébelle. Mais à l'époque, c'était quelque chose que d'avoir sa petite revue. On la recevait avec un 6 mois de décalage. C'était les invendus que les Français n'avaient pas vendus, qui nous refilaient par avion. Mais on les avait. C'était donc le samedi matin, 11h moins 20 au dépanneur. Je me pointais. Le monsieur avait 3 ou 4 copies de Pif. Il savait qu'il y en avait une pour moi. Souvent, j'arrivais, il n'avait même pas déballé sa boîte. Il disait, attends un peu les nerfs, là. S'installait, il ouvrait ça. Puis là, j'avais ma revue. Alors, je lisais beaucoup le journal Tintin aussi, Spirou, bien sûr, mais j'étais plus Pif, puis le journal de Mickey aussi. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de modèles de BD québécoises. On revient à ça. Il y avait Crow, mais Crow, c'était pour adultes, c'était plus mordant, c'était très politique. Alors, je n'avais pas les référents nécessaires pour embarquer. Ce qui fait que je lisais beaucoup de BD. Maintenant, c'est formidable de voir les enfants qui lisent des BD d'artistes d'ici. Québécois, oui. Québécois, c'est intéressant. Il y a cette espèce de SAR système. Je voyais la file, les gens font la queue partout pour rencontrer leur vedette du livre jeunesse. Je suis très content d'avoir vu cette industrie-là se structurer, se construire dans les 40 dernières années. Donc, moi, c'était ça. C'est la BD. Dessin animé beaucoup. Et puis, je dirais même que l'art a été le baume de mes blessures. C'est-à-dire que je me souviens très bien en 83 ou 84, d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis allé 3 fois voir la même expo et j'arrivais avec un sac de papier brun avec mon lunch, mon sandwich au beurre de pinot. À l'époque, il y avait moins d'allergies, visiblement. Mon petit sandwich, ma bartende. Puis j'allais fouiner. J'ai passé 3 bons bouts de journée au Musée des Beaux-Arts. C'est une exposition sur l'animation, le dessin animé de Félix le chat jusqu'à Disney. C'était hyper intéressant. Alors, il y a quelque chose, et j'ai joué du violon depuis l'âge de 3 ans. Donc, j'ai fait 14 ans de violon. Et puis, je vais beaucoup au théâtre. Je suis allé voir une comédie musicale la semaine dernière. Quand je peux aller au cinéma, c'est encore maintenant, je me gâte. Je suis toujours ému au début d'un spectacle, surtout quand il s'agit d'art vivant, parce que dès que ça commence, j'ai toujours une petite émotion, un petit peu les yeux humides, parce que je me dis, je me fais raconter une histoire. Donc, je m'abandonne. Comme spectateur, on s'abandonne à ça. Je trouve que le pouvoir de l'art, c'est ça. Et pourquoi j'en parle, si je reviens à ta question du tout début, pourquoi maintenant je raconte ça? Parce que j'ai assez de recul pour être capable d'en faire un livre qui, je crois, est un récit lumineux. C'est sur la résilience, sur le pouvoir de l'art et non pas un règlement de compte. Non, pas du tout. Justement, il ne fallait pas tomber là-dedans, mais j'ai l'impression que 10 ans, j'avais peut-être pas réglé assez, j'avais pas assez de recul. J'aurais pas voulu écrire ce livre-là si j'en voulais à mes parents. Parce que écrire un livre avec comme moteur un esprit de vengeance ou une rancœur, je pense pas que c'est un bon moteur parce que là, tu te trouves à essayer de régler des affaires tout seul dans ton récit, puis tu oublies ton lecteur. Un peu comme quand tu écoutes 2 personnes faire des insides entre eux, puis que finalement, tu te sens pas comme faisant partie de la conversation. Il y a des fois où mon éditrice me le disait aussi, Milena, mon éditrice me disait « Ah, là, tu me perds un peu ou là, tu as l'air de régler quelque chose qui t'appartient. » là.
Parce que Oui, mais c'est important de dire aussi quand même la douleur qui a été la tienne. Et Oui, oui. ça, je trouve qu'on le sent bien, de dire, j'ai souffert. Où étaient les adultes? Quelque part, c'est où étaient donc les adultes autour de moi? Oui, c'est Ils vraiment. ne m'ont, ils t'ont un peu laissé tomber. D'ailleurs, le titre aurait pu être aussi, j'avais une autre idée de titre qui était Toutes ces fois où il n'y a eu personne. Mhm. Ça aurait pu être ça aussi. Finalement, j'ai appelé ça Fais ça comme un grand, parce que Fais ça comme un grand, ça peut être aussi une directive un peu brusque d'un père qui exige qu'on ne lui fasse pas honte. Ça veut dire aussi avoir un travail d'adulte. Parce que moi, à 14 ans, j'avais 2 employés. J'avais ma compagnie à 12 ma compagnie, je l'ai créée en avril 80. La compagnie, j'ai encore, là, j'ai 53 ans. Je l'ai créée en avril 85. Donc, j'avais 12 ans. Donc, j'ai mon même numéro. La TPS n'existait même pas dans le temps. Mais j'ai mon même numéro d'entreprise depuis 40 ans. Ah oui, ça a fait 40 ans cette année. Ça fait 40 ans que j'ai ma compagnie, donc j'avais ça 12 ans et demi. Puis, mais j'avais 2 employés adultes, un développeur commercial et un graphiste. Donc, j'apprenais j'apprenais la gestion de tout ça pour pouvoir rapidement Être indépendant de ton père. oui, je suis parti à 16 ans. À 17 ans, j'avais un appartement à Bruxelles. J'avais un éditeur après, puis j'ai fait des années de tournée. Et là, c'était fascinant parce que tu l'as vu dans le livre. Quand je suis parti en tournée, c'était Dargaud, mon distributeur, qui est une grosse boîte là-bas. J'ai fait la Suisse, la France, la Belgique. Et je me retrouvais avec tous les BDistes, Ouais. des BD, mais qui avaient un certain âge. Mais moi, j'étais assez jeune, donc je les prenais un peu sur la fin de leur carrière. Alors, Franquin, avec Gaston Lagaffe, Roba, Boulet-Bill, Mais ça devait tous être ces magique gens-là, pour un c'était enfant. magique, c'était formidable parce qu'on se retrouvait au même hôtel, on se retrouvait dans les mêmes soirées et j'étais avec mes idoles d'enfance qui devenaient des collègues. Comment ils te regardaient? Bien, il y a toujours, la plupart du temps, de la bienveillance. Quand j'avais 15 ou 16 ans, là, j'ai senti au Québec un moment où, parce qu'à 10, 11, 12, 13 ans, avec un magazine photocopié broché à la main un peu maladroit, qui roule avec le cordon de foule et la file pour les autographes, les dédicaces, ça amuse. On trouve ça mignon. Quand tu as 15 ans, tu es moins cute, tu fais un peu d'acné, tu as les bras trop longs, et là, tu as l'air de t'acharner. C'est qu'il y en a qui ont dit, bien là, qu'ils en reviennent. Là, j'ai eu une période de, bien là, qu'ils en reviennent. Là. OK, on a compris. Puis là, c'est vrai qu'il a fallu que je prouve, il a fallu que je rattrape l'espèce de le sentiment de... Le capital de sympathie que j'avais venait beaucoup de l'âge de mon jeune âge. Il a fallu que tu te professionnalises. Voilà, et là, j'avais un décalage, parce que j'avais beaucoup plus de succès que le coup de crayon que j'avais. C'est que ça demeurait juvénile, mais avec des ventes. Moi, j'ai vendu plus d'1 million d'albums. Il y a eu des popsicles gargouilles à un moment donné. Il y a eu des soupes au poulet. Il y a eu des bars tendres, il y a eu des jeux de société, moi, j'ai géré toute la vente de licences. Alors, quand j'allais voir Natrel pour leur vendre un droit d'utilisation de mon personnage pour 50 000 ben, et qu'on se retrouvait à l'épicerie avec des boîtes de 8 friandises glacées avec mon bonhomme dessus, ça en agaçait plusieurs. Parce que j'étais encore le petit gars qui décide moyennement bien, devenu ado, qui a l'air de s'acharner. Mais moi, je suis compétitif avec moi-même. Le succès des autres me rend heureux parce qu'il ne m'enlève rien. Je ne suis pas quelqu'un de territorial. Je suis quelqu'un de compétitif envers moi-même. Fait que je ne pense pas avoir jamais joué du coude. Je veux dire, j'anime à la télé depuis longtemps. J'étais déjà au Club des 100 watts à l'époque, j'avais 16 ans. Ensuite, j'ai animé plein de choses. Là, je suis à Radio-Canada, j'anime Brico Blague. Bon, c'est souvent des émissions que j'ai coproduites, que j'ai pitchées. Des fois, j'ai eu des émissions, là. Il y a eu 4 pitchs dans le jargon du métier là, pour convaincre des diffuseurs d'embarquer avec moi. Peut-être quelque part, oui, ma face était là, mais j'ai toujours bien travaillé pour ne pas me décourager, revoir mon projet qui était refusé pour m'adapter à la réalité du marché, comprendre les enjeux. Bref, alors, je n'ai pas l'impression d'avoir volé. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu moi, j'ai gardé ma ligne. Et puis, avec le recul, ou avec le temps plutôt,
J'ai commencé à faire des livres documentaires sur Tintin, Astérix, Walt Disney, des années 70, 80, 90. Un livre sur la place de l'imaginaire chez les enfants au temps des écrans. J'ai écrit un livre sur les 50 ans de la ronde. Donc, on est dans la culture populaire. Et là, ça m'a donné une crédibilité auprès de mes pairs, mais des médias également, qui maintenant se disaient, ah, tiens, il y a autre chose à dire. Je ne suis plus le petit gars Là- qui fait gargouille, comme une époque, on avait le petit Simard qui vend des puddings. Ça, il a fallu que je sorte de cette espèce de pattern-là. Mais comment on fait pour garder les pieds sur terre? Pour Ben, pas être grisé par... parce que quand même, à la fois c'est grisant, puis à la fois c'est terrifiant. Ce succès, cette renommée, parce que quand même, les enfants veulent absolument... Tu sais, Olivier Goujon, le directeur du Salon du Livre, il se rappelle quand il venait t'acheter tes photocopies. oui, c'est drôle. Oui, on en Oui, a il disait parlé ça. hier. Mais Mais donc, comment on fait pour... en même temps, je ne vends pas des disques rock-pop. Hein? Non, mais C'est-à-dire ça que fait rien quand même. C'est quand on a 12 ans, 15 ans, ouais. de voir des fils incroyables. Comment on fait pour... Mais peut-être parce que dans mon cas, c'était pas une équipe qui construisait le personnage, mais puisque je devais gérer tout moi-même, louer mon stand, déballer mes boîtes, m'installer, j'ai l'impression qu'en faisant, en étant derrière, à la fois derrière, donc dans les coulisses et à l'avant-scène, j'ai l'impression que je comprenais mieux tout le travail qui vient avec et la fragilité. Hein, tout peut tomber. C'est le comédien, c'est Michel Côté qui disait on est à 35 minutes en char d'être inconnu de 300 millions de personnes. Ça veut dire qu'on est à une demi-heure qu'un tiers de milliards de personnes ne sachent pas qui on est. Tout est relatif à quelque part. Puis moi, ben, je veux dire, j'arrive ici, on me connaît parce que là, je suis dans la bonne cible. Mais tantôt, j'étais dans le métro, personne ne sait je suis qui et c'est tant mieux. Fait à quelque part, on est toujours l'inconnu de quelqu'un. Je ne sais pas là-dessus, je suis assez Mais quand même, pragmatique, on dirait. mais quand même, il y a une magie quand tu es au Salon du Livre, qu'il y a des files d'attente devant toi et tu rentrais dans ta chambre un peu seul, Ah ben évitant oui. une colère de ton père. Ah ben moi, je suis quelqu'un, pas de solitaire, mais d'assez seul. Un peu malgré moi, parce que j'ai construit, et là, on tombe dans l'autre versant du personnage, c'est que en faisant des salons, moi, je passe 140 nuits à l'hôtel par année dans 4 à 6 pays. Depuis l'âge de 12 ans, je n'ai 53. Mes amitiés, il y a le titre d'un de mes chapitres qui s'appelle « Les amitiés circonstancielles ». Je trouvais d'ailleurs que ça ferait un très beau titre d'un film de Xavier Dolan. Tu sais, il me C'est semble que vrai, ça marche, oui. les amitiés circonstancielles. Mais c'est un peu ça, dans le fond. C'est qu'en donnant l'impression que je ne suis que déposé momentanément à quelque part, en me promenant, et que de ne pas avoir eu, moi je suis fils unique, hein, donc ni frère ni sœur, pas de parents, et je suis célibataire, j'ai mes enfants, heureusement, ça vient donner un peu... Moi, des fois, je dis aux gens, on se voit-tu? Ah, t'es au Québec. Tu sais, et à quelque part, beaucoup de mes amis sont des amis de salon avec qui je n'irais pas ni faire du camping, ni manger un spaghetti un vendredi, parce qu'on vient de se voir la semaine passée dans un salon, on se voit dans l'autre, puis on n'a aucune idée de, y a-t-il un conjoint, une conjointe, des enfants, où ils habitent dans la vie. Moi, il y a des gens qui sont des bons amis, on rigole, mais en fait, oui et non. C'est pas que c'est pas des bons amis, mais c'est que je suis même pas au courant. Des fois, je dis, tu restes où, toi? Oh, t'es à Québec, j'étais sûr que t'étais un gars de Sherbrooke. Tu sais, parce qu'on se voit dans les hôtels. Donc, les amitiés et les rapports entre les gens sont Chacun est dans une circonstanciés. case. Oui, et les autres, ils ont une stabilité émotive, affective parce qu'ils ont souvent une famille. Moi, si j'ai de la peine, quand je vis des choses difficiles, comme une peine d'amour ou quoi que ce soit, là, je le sens que je n'ai pas de racines. Je suis quelqu'un qui n'a pas de racines. Donc, si je ne lève pas le drapeau pour dire, écoute, on se voit-tu, j'ai envie de te voir, puisque les gens... Et puis, on est dans une drôle d'époque aussi où on a toujours l'impression, par les réseaux sociaux, qu'on est au courant de ce que l'autre fait. Donc, on est moins dans l'urgence de provoquer les choses pour prendre des nouvelles inconsciemment. Là. Puis, je voyais que des spécialistes le confirmaient, c'est-à-dire qu'on est dans... On a toujours à peu près l'impression d'avoir un lien avec nos amis. Donc, l'idée de s'improviser, de passer chez toi, de passer avec une bouteille, de prendre des nouvelles. Bien, je le sais où tu étais la semaine passée. J'ai vu tes photos en bikini sur la plage de je ne sais trop. Fait que je suis comme moins dans l'urgence de t'appeler samedi. Là. Tu sais, il y a un truc un peu inconscient là-dedans.
Et puis, donc, je suis quelqu'un d'assez seul, mais il y a aussi une part de choix là-dedans parce que comme je suis bien dans les salons et dans les tournées, Ouais, tu as besoin de ne pas toujours voir du monde aussi. oui, mais moi, je recharge ma batterie dans le social, pas chez moi dans le salon. Il y en a qui font un salon qui sont crevés. Moi, je fais des journées de 12 heures. Par exemple, il y a 2 semaines, je me suis levé à Paris, mais l'après-midi de la même journée, j'étais à Sherbrooke en train de monter mon stand, mais je suis sorti après. Ça veut dire, dans la même journée, je me suis levé à Paris, j'ai pris l'avion, je suis arrivé à Montréal, je suis allé à Sherbrooke, j'ai monté mon stand, je suis allé souper, puis je suis sorti. Vous savez, il y en a qui me disent, mais t'es malade, mais j'ai cette énergie-là, visiblement. Et Mais c'est une énergie ou une nécessité de s'agiter pour pas se retrouver face à soi-même? il y a un peu de ça, sûrement. Je pourrais m'étendre pour en parler, mais il y a sûrement un peu de ça. Mais en même temps, est-ce que je suis pas dans un... En fait, la différence entre quelqu'un qui découvre un travail qui est prenant et qui se réfugie dedans, c'est que moi, je me suis construit comme humain à travers le concept même des salons du livre et de toute l'industrie de l'édition. Donc, c'est vrai, il y a un truc un peu biaisé c'est un peu l'œuf et la poule, je ne sais pas, c'est-à-dire que moi, tout est lié à un salon du livre. Le premier French, C'était c'est une pendant. fille de chez Fides. Moi, ça marche par maison d'édition puis par numéro de stand. Puis par nom, tu sais. Puis ça fait aussi qu'à 15 ans, moi, j'ai pas moi, j'ai 3 enfants. Ma plus jeune est adolescente. Les 2 autres sont adultes maintenant, mais j'ai jamais pu me dire, sont ados. Écoute, on est tous passés par là. Non, parce qu'à 14 ans, Tu sais pas ce que c'est qu'un ado, finalement. non, parce que moi, à 14 ans, je me faisais monter un tartare de saumon qu'un chardonnay, tu sais. Fait que j'allais pas cruiser dans le parking ou necker dans le sous-sol de la fille chez qui ses parents étaient partis. En tout cas, fait que j'ai jamais de point de repère par rapport à C'est comme si je m'étais construit dans un monde un peu parallèle parce que je suis toujours dans l'événementiel. Donc, je suis bien dans quelque chose qui est sporadique, qui est de l'événementiel, où je vois des gens dans une bulle à part qui n'a rien à voir avec leur vraie vie. Fait que c'est vrai que c'est un peu embêtant. Puis quand je vis des difficultés, là, je le sens. Que j'ai pas ces assises, que j'ai pas ces racines. Personne ne m'a jamais servi une soupe au poulet parce que j'étais tout seul. Mon père partait des voies des 4-5 jours. Code DPJ en 2025, mais pas à l'époque, on n'en parlait pas. Fait que quand mon père était pas là pendant 4-5 jours, j'allais à l'école, je revenais, je travaillais ma BD, j'allais la faire photocopier, j'achetais 2200 timbres. J'avais un budget d'entreprise pour ça. Il fallait que je poste. Je regardais la télé tout en collant mes timbres puis en plaçant mes magazines dans mes enveloppes brunes. Mais il fallait que je fasse une brassée de blanc. Il fallait que je prépare mon prochain salon, mon stock. Je tapais mes boîtes dans ma chambre. Donc, je me suis construit là-dedans. Mais ça aussi, il y a une part de faux là-dedans, de faux dans le sens, oui, c'est mon vrai métier. Mais la vraie vie à cet âge-là, ça ne devrait pas être de planifier ton stock, de gérer tes palettes, de payer une facture au distributeur, de réserver ton hôtel en appelant à l'IDM à 11 ans, parce que mon père n'était pas là pour le faire non plus. Donc. Est-ce que depuis que ce livre est paru, les gens que tu côtoies dans les salons du livre, qui ont l'impression de te connaître, est-ce qu'ils te parlent de ce livre ou Oui. ils n'osent pas? Ah non, les gens viennent m'en parler, les gens sont surpris, mais les gens aussi, ils voient, je reviens toujours à la résilience, mais ils voient quelque chose de lumineux parce que c'est une espèce de regard dans le rétroviseur et ça me permet de mesurer le chemin parcouru et de trouver que dans les circonstances, je m'en suis bien sorti. Cela dit, si tu me disais, au lieu moi, j'ai publié 115, 120 livres peut-être dans 11 pays, si tu me disais, au lieu d'avoir fait une centaine de livres partout dans le monde, tu en serais à ton 5e livre. Mais tu aurais eu une enfance stable, des parents aimants, des assises, eh bien, j'aurais préféré faire moins de livres. En bout de ligne, c'est-à-dire que ça ne rachètera jamais. Toute ta vie, tu as cette blessure. ça veut dire que toute ta vie, tu es dans la quête de quelque chose qui motive sûrement, parce que ma livraison, ma façon de travailler,
sais, j'ai une grande gueule, comme on dit, puis quand je travaille avec des éditeurs, j'arrive avec mes idées, je les défends, je crois être d'agréable compagnie, mais j'ai une bonne tête, tu sais, je sais, puis je connais l'industrie de l'intérieur, donc je parle pas à travers mon chapeau non plus, j'ai assez d'expérience pour ça, mais, et les éditeurs te confirmeraient à quel point je suis dans la livraison. C'est une obsession, c'en est presque une religion pour moi, de livrer, parce que ce qui me sauve la vie, c'est d'être à mes affaires. C'est d'avoir Et c'est été ta au bon salon, au bon moment, que ma revue soit prête, J'ai appris tôt quand je recevais un chèque à 12 ans, là, je recevais des piles de chèques dans des enveloppes que j'encaissais. J'étais redevable de parents, donc d'adultes, qui me donnaient des sous en échange de 6 ou 8 numéros dans l'année. À tel et tel moment, ils devaient recevoir. Donc, j'étais redevable. Mais si j'avais failli à ma tâche, j'aurais pas pu me sauver de ce qui se passait chez nous avec mon père. Et quand même, le génie de l'abonnement, c'est que ça structure le temps d'une année. Oui. Et ça nous oblige à avoir une bonne méthodologie et d'être dans l'anticipation. Je suis quelqu'un qui est beaucoup... Je suis en train de... Tous mes livres pour 2026 sont finis. Je suis sur 2027 en ce moment. C'est comme si j'avais toujours quelque chose sur le feu, mais j'ai l'habitude, de par mon expérience d'éditeur de magazine à adolescent, j'ai cette expérience-là de planification, d'anticipation, même d'un problème pour faire de l'évitement. Puis, je reviens sur mon père parce que je parlais de mon père violent, mais moi, j'ai passé, par exemple, je me souviens d'une nuit où ça arrivait souvent, mon père défonçait la porte de la salle de bain, mais il se donnait un élan, mais en attendant peut-être 1 heure ou 2, ce qui fait qu'il pouvait regarder une émission, bon, peu importe, et se redonner un élan pour éventuellement me frapper dans la salle de bain. Alors, ce que je faisais, c'est que je devais passer 2-3 heures jusqu'à ce qu'il dorme, les jambes très raides avec les reins vissés sur la baignoire pour tenir la porte. Alors, j'avais mal aux jambes. Mais ce que je faisais, c'est que je dessinais quand même. Donc, j'allais dans la salle de bain et entre 2 coups, je pouvais griffonner parce que j'avais un pad avec une pince. Alors, je me réfugiais. Et là, on était vraiment dans la bouée de sauvetage dont on parlait. Parce qu'entre 2 coups, je dessine. Quand je dessine, ma tête est ailleurs. C'est une évasion C'est une extraordinaire. évasion extraordinaire. C'est le pouvoir de l'imaginaire. Je le dis aux enfants, je travaille beaucoup en milieu scolaire. C'est ce qui me nourrit le plus, au sens propre, mais surtout figuré. C'est-à-dire que quand je travaille dans une école, je leur donne le goût de la créativité. Ils ont beaucoup de difficultés maintenant à être dans l'abandon. Ils sont dans la retenue, trop conscients du regard des autres sur la finalité d'un projet. Puis je leur dis, plus tu te demandes comment les gens vont trouver ce que tu fais, plus tu es dans la retenue, moins tu es dans l'audace. Et l'audace, c'est la liberté que tu as de dessiner, pas avec ta tête en calculant, avec ton cœur, parce qu'il faut que tu te branches sur ce que tu ressens. C'est ça qu'on veut voir sur ton œuvre. Puis moi, bien, de par mon parcours, c'est comme ça que je me suis... Mon imaginaire est lié à mon cœur, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'à ma tête. Je suis vraiment là-dedans. C'est pour ça que je dessine encore au crayon à la main, comme quand j'étais petit cul. Mais ton personnage Gargouille, c'est avec des aventures drôles. Oui. C'est le drôle qui t'a permis Hey. de te sortir aussi de la noirceur de ton quotidien. Exactement. Oui. Je fais des livres plutôt ludiques. Celui-ci est un peu plus... Celui-ci est un peu différent des autres. Voilà. Mais sinon, j'écris des livres documentaires. Je fais des trucs, mais toujours en lien avec le ludique, la BD, le forain. Donc, j'aime... D'abord, le devoir de mémoire est important pour moi aussi. J'adore la sociologie, j'adore l'histoire. Je n'ai pas la prétention d'être un historien ou un archiviste, mais je pense avoir une bonne rigueur journalistique. L'important, c'est ça. On peut parler de quelque chose qui était là avant nous. L'important, c'est qu'on puisse vérifier, revérifier, corroborer, aller chercher les infos avec archives à l'appui pour avoir un livre qui est solide. Et c'est ce que j'essaie de faire. J'ai beaucoup de plaisir à m'adresser à ces adultes-là, nouveaux lecteurs, mais en fait, non. Nouveaux lecteurs adultes, mais d'anciens lecteurs jeunesse. Et c'est leurs enfants qui lisent mes BD maintenant. Alors là, je rejoins le parent qui est l'ancien lecteur petit devenu grand et le fils ou la fille qui découvre mes BD actuels.
C'est un privilège, ça. C'est vraiment un privilège d'avoir un lectorat qui te suit comme ça. Je pense que cette danse-là se fait à deux, évidemment. Je suis présent depuis longtemps, j'essaie d'être généreux, mais quand même, quel privilège j'ai de faire le plus beau métier du monde parce que c'est mon terrain, c'était mon terrain de jeu, celui qui me permettait de m'évader. C'est un jeu. J'ai fait de mon jouet d'enfant mon métier. Et C'est quand même formidable. absolument. Tu le dis dans ce livre, Fais ça comme un grand, tu es devenu père très jeune, Oui, 19 ans, je crois, oui, 20 j'ai mon ans. garçon de 33 ans. Oui. Ouais. Tu te vois comment comme père? Oh ben, évidemment, je ne suis pas le père parfait. Non, Je mais suis le surtout père pas le parfait, ça père, ça n'existe n'existe pas. pas. Mais je suis pas le même père avec mon gars de 33 qui est venu chez nous hier d'ailleurs, Qu'avec les plus jeunes. qu'avec la plus jeune. Parce que quand on est père si tôt, ben, j'ai toujours été père présent, même à 19, 20, 22 ans. J'étais en appartement, je gagnais bien ma vie, je pense que j'avais une bonne tête, j'étais aimant, maladroit parfois, mais rien de majeur, là, dans le sens où j'ai une hyper bonne relation avec mes 3 enfants. J'ai voyagé beaucoup avec eux. Je leur ai transmis. Moi, Est-ce que tu leur as raconté ton enfance? oui. Et puis mes 2 garçons l'ont lu, Mhm. le livre. Pas ma fille de 16 ans. Ça y tente pas. Bon, parce qu'il faut avoir souvent avec un recul d'adulte, on peut lire un peu les difficultés de nos parents, mais dans ce cas-ci, je dis pas trop ma puce quand tu seras Quand tu seras prête. quand tu seras prête, quand tu auras envie de le lire, tu vois. Ben, je suis son père, ça veut pas le savoir trop. Mais tes deux fils, à la lecture du livre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils ont pas appris grand-chose parce que je suis un grand livre ouvert. Vous aviez compris que j'aimais parler. Fait qu'imaginez des années de... Chez nous, on se raconte tout. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout. On aborde tous les sujets. Mon fils termine l'université cette année, celui de 22 ans, en fait. Mon garçon de 33 vient de changer d'emploi. Ma fille s'en va en art visuel au cégep. Avec ma fille, on a des discussions art, ce qui n'est pas le cas de mes 2 autres garçons, hyper ouverts aux arts, mais comme spectateurs. Tu sais, c'est des artistes de salon dans le sens où ils sont plus pragmatiques, un peu plus... Ma fille, c'est une artiste, alors elle aime les arts visuels, les musées, le cinéma, tout ça. Donc, on a des grandes discussions sur... on a plein de plaisir, ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu viens encore au Salon du Livre avec autant de plaisir, autant d'énergie que quand Mais tu avais 12 ans? Oui, mais parce que je reviens à la maison, tout simplement, parce que la maison a changé de place. Elle a changé de place. C'était à la place Bonaventure pendant des années. Les lecteurs sont pas tout à fait les mêmes aussi, j'imagine, et les lectrices. Oui, la façon de... Le livre n'a plus le monopole comme support de lecture aussi. On est dans une autre ère. Alors ça, c'est intéressant. Lire maintenant, ça passe pas automatiquement par le livre, ça peut passer par plein de choses, par l'écran. Évidemment, c'est le Salon du livre ici, mais on peut avoir des amateurs de lecture qui lisent pas de livres, mais qui lisent autrement, et puis ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc, on a vraiment une dynamique différente. Moi, je reviens ici parce que c'est un rendez-vous incontournable, parce que j'ai besoin des gens. Parce que quand je travaille une BD, c'est 9 mois de boulot, 500 heures de travail réparties sur une année scolaire complète. Ce matin, j'ai dessiné une petite demi-heure là, sur ma table à dessin. Mais je suis Tu tout dessines seul. tous les jours? Je dessine tous les jours. J'essaie, mais je fais 30% de mes livres dans les chambres d'hôtel. Et la semaine passée, j'ai fait un 6 heures de dessin dans l'avion sur ma petite table en plastique, là. Fait que je me suis trouvé pas pire parce que C'est pas terrible, le confort. Oui, oui. En fait, j'avais oublié mes écouteurs. J'aurais pu en acheter, mais il était 12$, puis il était cheap. On dirait que ça m'a insulté. J'ai dit, les affaires. Non, mais je trouvais que c'était le prétexte, en fait, au-delà du chiolage. C'était le prétexte pour me dire, ben regarde, dessine, mon grand. Avance. Parce que je savais qu'il y avait le Salon du livre ici, puis j'aurais moins le temps d'avancer. Je travaille une nouvelle série avec François Bérubé, qui est auteur aussi. Moi, je fais des dessins Zombie Band pour les 7 à 11 ans. Des animaux zombies qui jouent de la musique rock en tournée mondiale. Donc, je travaille le 2e tome, mais je suis à 21 pages de fait sur 88. Oh, il y a encore du travail. Ouais, J'entends ton éditeur ou ton éditrice. Mais je vais être dans les temps. Je suis toujours dans les temps. C'est en 2028, ça? Non, ça, je remets ça en avril. Oh bon.
Euh, Il va être prêt, il va être prêt. euh, on disait tout à l'heure, le lecteur ou la lectrice aujourd'hui a changé. Est-ce que toi, dans ta façon de dessiner, de raconter des histoires, tu as changé aussi? Ah, Qu'est-ce qui sûrement. change? J'imagine que ton trait, Oui, au le fil trait, des oui. années, s'est modifié, tu as Ben, grandi. là où on voit le changement, c'est dans mon approche avec les enfants en milieu scolaire. Mhm. Parce que je suis beaucoup plus conscient de la responsabilité que j'ai de la transmission de savoir. C'est-à-dire que c'est précieux, ça, une visite en milieu scolaire. On peut allumer des passions, on peut déclencher quelque chose, bien sûr, qui sera repris par l'enseignant ou l'enseignante qui va surfer là-dessus pour y intégrer les notions de français ou peu importe, mais il y a un prof pas un prof, un directeur qui m'a déjà dit, tu étais venu il y a 20 ans dans ma classe, il y a 20 ans, tu venais nous montrer ce que tu fais, maintenant, tu es venu nous montrer. Tu es venu montrer aux enfants ce qu'ils peuvent faire, comment leur donner les outils pour qu'eux puissent se réaliser par les arts, prendre confiance en eux, euh, travailler dans l'abandon, ce qui est beaucoup plus difficile maintenant. Je trouve ça beaucoup plus gratifiant pour moi de leur donner plein d'outils pour les voir vivre des réussites plutôt que des déceptions. Et j'ai pas peur qu'on vive ensemble un certain inconfort. Je m'explique. Quand les enfants, dès qu'ils font un trait qui n'est pas prévu d'avance, ils ont l'impression qu'ils se sont trompés. Ils se fâchent contre eux, ils effacent puis ils recommencent. Donc, ils ont l'impression de vivre un micro-échec à quelque part. Puis si tu effaces 22 fois dans ton dessin, tu finis un peu épuisé avec cette impression que tu n'es pas bon ou pas bonne en dessin. Moi, je leur dis, écoutez, on travaille sans gomme à effacer. Ça va créer un inconfort, mais après, on va faire un retour là-dessus. Quand tu vois, tu as fait un trait pas prévu, voilà comme l'opportunité d'un dessin qui est évolutif. Est-ce que ton petit trait, au lieu de l'effacer, puisque tu n'as pas le droit de l'effacer dans notre défi, est-ce que ça ne peut pas devenir une corne, une patte en l'air, un bâton de hockey, une grande dent, un foulard au vent? Et ça t'oblige à t'ajuster au dessin qui est évolutif puis qui t'amène à quelque part. Donc, l'effet de surprise et l'abandon créent le plaisir en dessinant. Sinon, tu travailles avec ce qu'on appelle une vision en tunnel, où là, tu vas dessiner en fonction du résultat que tu t'es mis dans la tête, le résultat à atteindre, et là, tu vis des déceptions. Alors que là, tu vas vivre une réussite si tu as lâcher prise. C'est un peu ça, dans le fond. Travailler dans l'abandon, ça demande. Mais pour ça, on vit un inconfort de ne pas avoir nos garde-fous. Souvent, on se place trop de garde-fous. Puis je leur dis, Picasso, je leur parle de Picasso. Je leur dis, Picasso, il dessinait des madames bleues faites en cube avec un nez dans le front. Ça, je résume grossièrement, mais je dis, sa voisine, elle n'aimait pas ça, elle trouvait ça bien laid ce qu'il faisait. Est-ce que changer sa façon de dessiner pour plaire à la voisine? Non, parce qu'il s'est dit, c'est pas grave qu'elle n'embarque pas, il y en a d'autres qui vont aimer ça. J'ai dit, moi, quand je vois un dessin de Picasso, une toile de Picasso que j'aime pas, ça peut arriver, qui me parle pas, je trouve ça quand même cool que ça soit Picasso parce que il a décidé d'être lui sur sa toile plutôt que de tenter de me plaire. Parce que à quelque part, c'est pas important. Ça se peut pas, c'est subjectif, les arts. Hein? On ne peut pas faire en sorte que tout le monde va aimer ce qu'on fait. On est juste dans l'abandon, on s'exprime et qui veut bien embrasser le projet le fait. Eh bien, merci Tristan. Donc, Tristan Demers, vous pouvez voir ses bandes dessinées sur plein de stands d'éditeurs. C'est ça. Là, je m'en vais signer celui-ci Alors, si vous avez envie d'en jouer. Ça fait ça comme un grand. Le parcours douloureux de l'enfant vedette de la BD chez Libre Expression. Donc, c'est au fond chez ADP. Au fond, ADP, Libre Expression, vous allez le trouver. Je suis à quelque part. Dans 5 minutes, je suis là si vous avez envie. C'est quoi le numéro de stand? Attendez, je vais vous le dire. Je pense que je l'ai dans mon... Ah, tu dois l'avoir dans ton... Je l'ai quelque part. Bougez pas, je vous le dis tout de suite. C'est stand 304. Alors, j'y serai dans 5 minutes. Ben, merci beaucoup à vous de nous avoir été là. Merci, Tristan. Merci, très gentil. Merci d'être là. Merci.